Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire IG Bank en collaboration avec Joris qui ce soir nous présentera quels impacts des élections américaines sur les marchés financiers. Vous savez qu'elles approchent les élections à très grands pas et vous êtes tous évidemment ce soir très curieux de savoir comment ces élections pourront affecter les marchés si elles ne sont pas déjà intégrés dans les courbes et dans les prix. Mais nous allons voir tout ceci un peu plus en détail dans la présentation de Joris, qui ira, comme je vous le disais, dans les détails de chaque événement et chaque actualité du marché qui pourrait donc être affectée. On va regarder ça un peu plus tard. Dans un premier temps, nous allons faire une courte présentation du groupe IG et de IG Bank pour ceux qui ne nous connaissent toujours pas. Je passerai donc à travers les différentes présentations. Ah, attendez, voilà, je reviens sur ma fiche. Alors, voilà, excusez-moi. Je passe par les traditionnels disclaimers sur le risque du trading CFD. Je vous laisse lire rapidement. Et pour enchaîner sur le groupe IG qui est présent aujourd'hui depuis plus de 45 ans, présent également dans 14 pays aujourd'hui, avec 239 clients actifs dans le monde. Plus particulièrement, IG Bank, elle a été créée en 2014 avec l'obtention de la licence bancaire la même année. Nous sommes donc régulés par la FINMA, qui est l'équivalent de la SECO ici en Suisse. Et nous avons deux bureaux, un à Genève et un à Zurich, respectivement à la rue du Rhône et à la Paradeplatz. Dans la plateforme IG Bank, vous avez à disposition plus de 17 000 valeurs sur lesquelles vous pouvez intervenir. Donc, ça vous permet de construire varié. Les plateformes de trading que nous vous proposons sont parmi les plus performantes. Évidemment, nous avons développé notre propre technologie avec la plateforme WTP, mais également nous proposons Pro Real Time et MetaTrader 4 pour ceux qui y sont attachés. On est considéré aujourd'hui comme les numéros 1 du trading sur CFD. Vous le comprendrez aisément quand vous aurez vu la liste des CFD et des produits que nous proposons, ainsi que les frais de courtage les plus, je dirais, intéressants aujourd'hui. Un service évidemment en plusieurs langues. Et puis, donc, depuis 2014, nous offrons les services d'une banque suisse et ce qui sont liés comme en termes d'excellence, de compliance, due diligence. Mais il ne faut surtout pas mettre de côté, évidemment, l'aspect éducation, formation, qu'IG toujours essaye de pousser, de mettre en avant, notamment au travers de la plateforme éducative IG Academy. Je vous invite tous sur le site Internet à découvrir cette plateforme et à bien vous former ou à redécouvrir des éléments que vous avez oubliés. Le trading, c'est un apprentissage constant, pas seulement au niveau des émotions, mais aussi au niveau des bases, de la compréhension du marché et des produits. Je vous invite, si vous avez des questions concernant IG Bank, concernant le groupe IG, à ne pas hésiter à nous contacter. Vous voyez ici les différents moyens de contact. Donc le téléphone, évidemment, nos bureaux, comme je l'ai précédemment indiqué, se situent à la rue du Rhône, au numéro 42 à Genève. Vous le comprendrez aisément aujourd'hui avec la situation sanitaire. L'accès au bureau est pour le moment très limité, mais vous pouvez également nous suivre de manière quotidienne sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn. N'hésitez pas, inscrivez-vous, regardez nos enregistrements, les
comment dirais-je, communication de notre service marketing très efficace. Et je vais passer maintenant le micro à Joris qui, je pense, est impatient de commencer à vous présenter donc ce nouveau webinaire sur les élections américaines. Joris, je te passe le micro et je te souhaite une bonne présentation ainsi qu'à vous tous. Merci. Merci Harold pour ton introduction. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire, cette fois-ci autour des élections américaines. Je vais donc vous partager mon écran pour vous montrer ce sur quoi nous allons discuter. Alors, attends, je vais juste... Voilà, c'est bon, je crois qu'on est tous connectés sur ton écran, Joris. Confirmez-nous si c'est bon, mais je crois que c'est en règle. Parfait, pour moi c'est tout bon en tout cas. Donc, comme je vous le disais, les élections américaines approchent à grands pas dans la course folle entre Donald Trump et Joe Biden. Donc, au sommaire de cette émission, nous allons étudier un peu les profils des deux candidats. Ces élections américaines arrivent aussi dans un contexte assez particulier, puisque nous sommes en pleine crise sanitaire liée au Covid-19. De ce fait, on a un peu des marchés qui sont dangereux, imprévisibles, et dont la volatilité, elle, est toujours présente. Et on peut aussi se poser la question de savoir si la volatilité est faite pour durer, même après les élections américaines. Et derrière, on va étudier justement un peu les impacts que cela peut avoir sur les secteurs et les différentes classes d'actifs, comment gérer un peu son portefeuille, comment gérer son risque et comment s'adapter surtout face à des marchés qui sont quand même, on vit un moment assez historique et donc il est très important de savoir s'adapter du mieux possible pour gérer son portefeuille de trading. Alors, comme vous le savez, eh bien, en s'appuyant sur les sondages les plus récents, la plupart des acteurs du marché parient sur une victoire du démocrate Joe Biden face à Donald Trump le 3 novembre. Mais on n'écarte pas aussi un renversement de tendance, comme ça a été le cas en 2016, où une contestation des résultats si l'écart est faible. On est quand même sur des élections qui risquent d'être très incertaines et avec Donald Trump, on peut s'attendre à tout. Toutefois, actuellement, Joe Biden est le candidat qui est donné gagnant. Alors, est-ce que les programmes des candidats ont un impact sur les marchés? C'est ce que nous allons essayer de voir durant cette émission. À première vue, je dirais que non, du moins pas à long terme, puisqu'il y a quelques semaines, rappelez-vous, les opérateurs s'inquiétaient de la montée en puissance dans les sondages de Joe Biden. L'idée était que si Biden gagne, eh bien la bourse va baisser car il prévoit une hausse des impôts dans son programme. Pour rappel, actuellement, le taux des impôts des sociétés est à 21% et Joe Biden prévoit, lui, de l'augmenter à 28%. Alors, évidemment, cela aura un effet sur les profits retenus des sociétés. Toutefois, à long terme, ça n'a pas vraiment d'importance. En tout cas, ce ne sera pas décisif. Et maintenant, on constate tout simplement que les investisseurs font volte-face et saluent la probabilité de voir Joe Biden remporter l'élection, tout simplement car il est favorable à un plan de relance massif. Actuellement, on est dans un feuilleton sans fin entre les républicains et les démocrates autour du nouveau plan de relance budgétaire aux États-Unis. Les démocrates voudraient un plan de relance plus conséquent, avec quasiment plus de 700 milliards que prévu actuellement, et les deux camps n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, essentiellement, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas forcément le programme en soi, ça va être surtout les liquidités à venir. Comme vous avez pu le voir, les banquiers centraux sont omniprésents sur les marchés financiers et les investisseurs sont à l'affût des moindres liquidités. Et là,
on s'inquiétait de la victoire de Joe Biden sur le taux d'imposition il y a quelques semaines, et maintenant, finalement, on s'en félicite puisqu'il prévoit un nouveau plan de relance si demain il est élu, avec, on pourrait avoir un troisième plan de relance à hauteur de 700 milliards. Donc, encore une fois, ce sont les liquidités à venir qui soutiennent la tendance et non pas le programme du candidat démocrate. Ici, c'est un graphique qui représente Donald Trump dans les sondages en 2020 par rapport à 2016. Alors oui, les sondages donnent Joe Biden gagnant cette année. Toutefois, rappelez-vous, en 2016, Donald Trump a finalement déjoué contre toute attente les sondages. Et ce graphique montre justement l'évolution de Donald Trump dans les sondages. Et si vous pensez que Donald Trump n'est plus en lice pour les élections, détrompez-vous, puisqu'il fait mieux qu'en 2016, encore une fois. Alors certes, les instituts de sondage ont affiné de manière un peu plus drastique leurs prévisions par rapport à il y a 4 ans, étant donné qu'ils s'étaient quand même largement plantés. Mais tout de même, on constate que Donald Trump, malgré des sondages qui lui sont défavorables, il réalise une performance meilleure qu'en 2016. Donc, rien n'est joué. Et avec Donald Trump, on peut s'attendre à tout. Et il pourrait très bien remporter les élections le 3 novembre. Après, bien sûr, entre les deux candidats, leur programme s'oriente finalement essentiellement autour de l'emploi, puisque malgré une reprise économique qui commence à se tasser et qui est relativement faible aux États-Unis, on constate tout de même qu'il y a 11 millions d'Américains en recherche d'emploi et 25 millions qui ont vu leurs revenus baisser. Donc, très clairement, les deux candidats s'orientent sur une politique de l'emploi. Étant donné la crise assez catastrophique que subit les États-Unis, mais même partout dans le monde et aussi en Europe, la priorité, c'est avant toute chose l'emploi. Donc, très clairement, c'est un peu le nerf de la guerre entre les deux candidats, mais ce n'est pas cet élément-là ou ces éléments-là qui, à moyen long terme en tout cas, vont créer la performance des marchés. Alors, justement, on va essayer de décortiquer l'impact des élections à court terme, à moyen terme et à long terme pour voir si finalement, oui ou non, les programmes des candidats ont véritablement un impact sur les marchés financiers. Alors ici, c'est un graphique concernant l'évolution du S&P 500 durant les élections. Et on constate qu'on a un marché plutôt haussier, ce qui est le cas actuellement, et qu'à l'approche des élections, on est dans un marché de range. Et très clairement, si on regarde le Dow Jones actuellement, on est véritablement dans un range. On a fait un premier sommet, on est quasiment venu chercher les 29 000 points, et puis hier, on a commencé quand même à dégringoler et on s'installe doucement dans un range. On fera le point techniquement juste après, mais très clairement, personne n'a envie de prendre d'initiative à l'approche des élections en renforçant les lignes de leur portefeuille actions. La volatilité est quand même palpable sur les marchés, la nervosité aussi, et donc les investisseurs, de manière générale, ont tendance à se montrer un peu plus prudents. Derrière, par contre, ce qui est intéressant de regarder et de mettre aussi en perspective, c'est que ce graphique représente les élections ici, vous voyez, de 1952 à 2016 et exclut du moins la récession durant les années 1980, 2000 et 2008. Donc là, actuellement, on peut quand même dire qu'on est dans une phase de récession, étant donné que la crise du Covid n'est pas terminée, mais hors récession, le marché aussi, du moins l'indice S&P, juste après les élections, comme c'était le cas en 2016, à court terme, offre de nouvelles perspectives haussières. Donc là, à court terme, en tout cas, ça va être intéressant de noter si le catalyseur qu'est les élections américaines va prendre le dessus sur la crise du Covid et va permettre de déclencher une nouvelle jambe de hausse sur les indices américains. Dans ce cas-là, à court terme, on pourrait déjà commencer à penser une stratégie acheteuse sur les indices pour profiter justement d'une nouvelle jambe de hausse à venir.
Toutefois, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une période assez critique à cause du Covid. Et donc, comme on a pu le voir en ce début de semaine, quand même, l'aversion au risque fait son retour et l'indécision, ou du moins le risque, plombe un peu, enfin domine le moral des investisseurs. Donc là, ça va être très intéressant à court terme d'analyser comment vont réagir les marchés, si oui ou non on va assister à à une nouvelle jambe de hausse, comme ce fut le cas durant les précédentes élections en 2016, 2012 et 2004, ou au contraire, si le Covid va prendre le dessus, étant donné que c'est le principal élément qui drive les marchés depuis de nombreux mois, et tant qu'il n'y aura pas de vaccin, eh bien, les marchés, les craintes et les incertitudes demeureront sur les marchés. Donc là, ça va être un premier élément à surveiller, en tout cas à court terme, ça va être la réaction des marchés, et pourquoi pas profiter d'une accélération haussière, ou au contraire, si ce scénario n'est pas invalidé, on pourrait entamer une correction un peu plus profonde. Donc ça, c'est une vision à court terme sur les impacts sur les indices américains. À moyen terme, sur une année complète, eh bien, on se rend compte que le S&P fait beaucoup mieux l'année suivante une élection si le président est réélu. Donc les marchés apprécient généralement lorsqu'un candidat est réélu une seconde fois, ou du moins enchaîne sur un second mandat, et les rendements sont presque 2 fois plus élevés que ceux d'un nouveau président. Vous voyez très clairement que sur du moyen, on va dire moyen long terme, sur une année, on a quand même un S&P qui offre des rendements plus performants que si demain Joe Biden est élu. Généralement, les programmes des candidats n'ont pas forcément d'impact, sauf si des éléments exogènes, c'est ce qu'on va voir juste après, viennent perturber les marchés. Mais de manière générale, la dynamique haussière a tendance à se confirmer et à continuer son ascension. Toutefois, on a une meilleure performance de l'indice S&P en cas de réélection d'un président déjà en place. Donc ça, pareil, impact sur le marché action. On pourrait assister à une meilleure performance si Donald Trump demain enchaîne sur un nouveau mandat. Toutefois, même si Joe Biden est élu, comme je vous le disais, il ne faut pas oublier que les investisseurs price maintenant des nouvelles liquidités à venir. Donc, derrière les performances, du moins les rendements ne sont pas si horribles que ça. Hein. La performance est quand même relativement correcte, mais on pourrait avoir ce qu'on appelle un trompe-l'œil dans le sens où, étant donné que les marchés maintenant se satisfont de voir Joe Biden gagner les élections, eh bien l'arrivée d'un nouveau plan de relance pourrait aussi doper les actions américaines et donc doper le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones. Par contre, à long terme, on se rend compte que selon les différents mandats, que ce soit Bush, Clinton, Obama ou Trump, on a l'impression que les républicains viennent gâcher la fête et que les indices s'installent bien souvent dans des ranges, comme ici, comme avec Donald Trump, et que lorsque les démocrates remportent les élections, même sur plusieurs mandats, on insiste véritablement à un bull run qui dure quand même sur plusieurs années. Donc très clairement, le sentiment que les républicains viennent gâcher la fête alors qu'elle bat son plein, pourtant, l'histoire nous montre que le parti du président n'est pas important en fait. Puisque si c'était le cas, le S&P 500 ne serait pas, comme c'est le cas aujourd'hui quasiment, sur des niveaux historiques. En fait, on constate surtout que chaque plongeon, comme ici, supérieur à 20%, comme en 2000, crise Internet, en 2008, crise des subprimes, en 2018, juste ici, guerre commerciale, certes, mais crise des taux d'intérêt, surtout avec la Fed qui voulait augmenter ses taux d'intérêt, ça avait un peu déstabilisé les marchés. Derrière, Donald Trump
avait un peu incendié Jérôme Powell pour le soudoyer vraiment de changer sa politique monétaire pour qu'elle soit très accommodante d'un point de vue des marchés, mais en aucun cas, peut-être en 2017, je dirais que les programmes des candidats, en tout cas, ont impacté véritablement les marchés. Puisque, en aucun cas, si vous voulez, ces chutes ont un lien avec la politique menée par les républicains. Toutes les chutes qu'on vient de voir ici, ce sont dues elles proviennent en tout cas d'événements exogènes, comme je viens de vous le dire. Dot-com, crise de 2008, crise des taux, et là, crise du Covid en 2020. Donc, en aucun cas, cela a un lien avec le programme des candidats. En revanche, la hausse, elle, participe un peu aux performances, notamment en 2017, où ici, effectivement, la politique fiscale menée par Trump a permis, en quelque sorte, une ascension assez fulgurante du marché américain, étant donné que les entreprises ont réalisé quand même des bénéfices assez impressionnants durant cette période. Effectivement, la politique de Trump a permis en 2017 de gonfler en quelque sorte artificiellement les actions américaines. Mais sinon, très clairement, les éléments qui font que les marchés bougent aujourd'hui, ce sont principalement les banquiers centraux. Et comme vous le savez, malgré un crack historique, les indices américains ont quasiment retrouvé un niveau d'avant la crise sanitaire. Donc, finalement, on peut se demander si les investisseurs sont véritablement tournés vers les résultats des élections, si les politiques économiques des différents partis ont un impact sur les indices boursiers. Et en fait, les banquiers centraux sont devenus un peu ce que j'appelle les nouveaux héros de la planète financière, et tous les investisseurs sont un peu suspendus à leurs lèvres, très clairement. En d'autres termes, je dirais que ce sont eux qui aujourd'hui soufflent le chaud et le froid sur les marchés financiers depuis la crise des subprimes. Donc ici, c'est un graphique qui nous montre le bilan actuel des banques centrales. Donc oui, les élections américaines, je dirais que c'est un prétexte pour faire couler de l'encre, mais que finalement, à long terme, en tout cas, à court terme, comme on peut le voir, je vous l'ai montré, on peut avoir une réaction du marché à très court terme, mais sur du moyen long terme, si vous voulez, ça reste maintenant les banquiers centraux qui drivent les marchés. Donc, on pourrait presque se demander, finalement, sur une période de très long terme, s'il ne s'agit pas d'un non-événement sur la performance des indices à long terme, ces élections américaines, puisque les banquiers centraux, eux, restent très présents, invitent les États à dépenser sans compter pour éviter en fait un effondrement du château de cartes, très clairement. On n'a pas forcément, du moins, ils n'ont pas forcément trouvé des solutions structurelles pour répondre aux besoins des opérateurs et des investisseurs. Et le seul moyen véritablement de résoudre ces soucis, c'est d'injecter un maximum de liquidités, puisque cela permet de rassurer, en tout cas, les investisseurs. Et on se rend compte que très clairement, depuis 2008, on a des marchés qui sont quand même administrés par les banquiers centraux. Avant, les politiques, je dirais, les programmes économiques des gouvernements pouvaient avoir un impact. Très clairement, si on prend ce qui se passe en Turquie ou en Argentine, oui, la politique et le programme du candidat qui est actuellement en place a un impact très clair sur l'économie. Mais sur les pays du style France, Royaume-Uni, États-Unis, des pays ultra développés, la politique, étant donné qu'on est quand même dans un pays où on a une politique assez stable, l'impact finalement, les programmes et les enjeux des candidats sur le long terme n'est pas en tout cas si important qu'on voudrait nous le faire croire. Et c'est bien entendu
les banquiers centraux qui, eux, drivent maintenant en tout cas les marchés et permettent en tout cas à ces marchés de fonctionner plus ou moins correctement. Comme vous pouvez le voir, en l'espace de quelques mois, on a atteint un niveau record sur les marchés financiers, du moins sur le bilan total des banquiers centraux, puisqu'on a atteint quasiment 28 000 milliards. C'est du jamais vu dans l'histoire monétaire, du jamais vu dans l'économie. Et très clairement, ils ont injecté en quelques mois autant qu'en 10 ans. Vous voyez ? Ici, en 2008, ils ont utilisé les mêmes outils pour sauver les marchés, mais en fait, c'est une goutte d'eau en 2008 comparée à l'océan de liquidités qui a été versé en 2020. Derrière, bien entendu, on constate que cela a un effet positif, je ne sais pas à moyen long terme, puisque cela pourrait aussi créer une bulle d'actifs, mais en tout cas, ça permet de sauver les marchés financiers et d'éviter une récession trop profonde. Et très clairement, ici, c'est un graphique qui nous met en perspective l'évolution des liquidités par rapport à l'indice S&P. Donc, quand les indices ont chuté, on constate qu'on avait vraiment une baisse des liquidités, il n'y avait quasiment plus de liquidités sur les marchés. Les banques centrales ont fait all-in, très clairement, et ont permis à l'indice de reprendre du poil de la bête pour inscrire un nouveau plus haut historique. Donc, l'importance il ne faut pas sous-estimer, si vous voulez, l'impact des banquiers centraux sur les marchés. Il ne faut vraiment pas se mettre en face des banquiers centraux tant que les investisseurs, en fait, auront confiance dans leurs outils. Mais la confiance, si vous voulez, soit elle est là, soit elle n'est pas là. Le jour où elle n'est pas là, on pourrait assister à un véritable marasme sur l'ensemble des marchés financiers. Et on le sent justement que cette confiance commence un peu à s'égratiner, j'ai envie de dire, puisque on a des investisseurs, on le verra juste après, qui s'orientent vers des actifs alternatifs comme le Bitcoin ou le cours, enfin du moins sur l'once d'or. Ici, nous avons les prévisions, justement, selon JP Morgan, du bilan des banques centrales à venir pour les prochains mois, voire même les prochaines années, en tout cas pour 2021-2022. On constate, en fait, tout simplement que les banquiers, les banques centrales, en tout cas, ne vont pas changer leur fusil d'épaule. Très clairement, elles vont continuer, quoi qu'il en coûte, à soutenir les marchés. Derrière, on aurait beau avoir une politique économique pas très bonne de la part de certains pays, que ce soit en zone euro, mais surtout aux États-Unis. Si l'un des deux candidats, vous vous rendez compte qu'avec la guerre commerciale, beaucoup d'économistes jugeaient que la guerre commerciale n'était pas profitable pour l'économie américaine. Finalement, ça n'a pas empêché les indices en 2019 de réaliser une excellente quand même performance. Et derrière, finalement, on se dit, mais tant qu'on aura des banquiers centraux en soutien, eh bien, pas d'inquiétude, les marchés devraient continuer à monter. Certains économistes, enfin du moins analystes, pensent que stock can only go up. Les actions ne peuvent que monter. Et effectivement, on a le sentiment que ça ne sert à rien de lutter face aux banquiers centraux, puisque pour le moment, ils ont une force de frappe, si vous voulez, qui est conséquente, comme on a pu le voir il y a quelques mois, et qu'on est capable, avec un indice qui a perdu quand même quasiment 30 voire 40%, de retourner sur des plus hauts historiques. Donc, encore une fois, les banquiers centraux devront et vont encore être présents pour les semaines et les mois à venir, tant que la crise du Covid ne sera pas résolue ou tant qu'il n'y aura pas un vaccin. Pour le moment,
on est en plein dedans. Comme vous pouvez le voir, on est quand même sur des niveaux de contamination assez records, puisqu'en France, même en zone euro, ici actuellement, on est en plein spike complet, on est sur des niveaux records, on est dans des confinements un peu... enfin, on a la mise en place d'un confinement partiel dans certains pays, comme en France, un couvre-feu, des confinements plus stricts dans d'autres pays, peut-être des mesures de restriction encore plus importantes à venir au cours des prochaines semaines, voire des prochains jours. Mais on constate que, pour l'instant, on n'arrive pas à sortir de cette crise, que ce soit en Europe, où on est en plein dans la deuxième vague, ou aux États-Unis. Eux, on a l'impression qu'ils sont toujours en fait dans la première vague. Ils ne sont jamais sortis de cette première vague. On est quand même sur des niveaux historiques de contamination et de cas confirmés un peu partout dans le monde. Donc, face à ça, très clairement, les banquiers centraux ne peuvent pas se permettre de ranger leurs outils et de dire aux politiciens, à Donald Trump ou à Joe Biden, débrouillez-vous, on vient d'injecter 10 000 milliards sur les marchés, on va s'arrêter là. Non, ils vont en fait continuer leur politique monétaire accommodante. Donc finalement, encore une fois, les programmes des deux candidats n'auront que très peu d'impact, je dis bien, à moyen long terme. C'est vraiment, il faut se mettre ça dans la tête qu'aujourd'hui, tant qu'au final on n'est pas dans un pays, comme je vous le disais juste avant, Argentine ou du style Turquie, dans des pays ultra développés, eh bien, les banquiers centraux réussissent à donner le là, en tout cas, sur les perspectives économiques, le tout pour rassurer avant tout ces marchés et éviter un effondrement. Puisqu'en cas de deuxième effondrement des marchés, bien entendu, personne ne voudrait revivre la situation qu'on a connue en 2008 avec une récession qui a duré entre 12 et 18 mois. En général, une récession dure à peu près 18 mois. Et aujourd'hui, si vous voulez, comme les banques centrales sont très présentes, on a des récessions express. Comme ça a été le cas en mars, comme ça a été le cas fin 2018, on perd 20% et derrière, les marchés se reprennent en seulement quelques semaines. Pareil en mars, on a lâché quand même entre 30 et 40% sur certains indices et on a ce qu'on appelle une fameuse reprise en V, alors que d'habitude, on a une reprise beaucoup plus lente. On a quand même un taux de chômage aux États-Unis qui est sur des niveaux records. Comme je vous le disais, on a 11 millions de personnes qui cherchent des emplois, 25 millions qui ont accepté de voir leurs revenus baisser. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit dans une économie florissante, en tout cas aux États-Unis, mais même en Europe. Mais par contre, le fait d'avoir de telles liquidités sur les marchés financiers, eh bien, engendre une survalorisation des actifs. Même si certains secteurs sont sortis très clairement par le haut de cette crise, je pense notamment à la tech, derrière, je ne suis pas sûr que l'on aurait eu des titres sur de tels niveaux si on n'avait pas injecté 10 000 milliards. Mais encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que tant que les banquiers centraux seront en place, il ne faut surtout pas se mettre en face d'eux tant que la confiance est toujours là et que les élections à moyen long terme, enfin, du moins à court terme, n'auront que très peu d'impact étant donné qu'on est quand même dans une situation extrême, une situation de crise assez importante et donc les candidats se plieront en fait à la moindre, se plieront quoi qu'il en coûte pour tenter de limiter l'aggravation de la crise actuelle dans leur pays. Enfin, on va aussi s'intéresser à la volatilité, puisque la volatilité est très présente sur les marchés. Généralement, une volatilité au-dessus de 20 montre une certaine aversion au risque et au-dessus de 30, sentiment de correction très profonde à venir, voire de crack.
en règle générale, le VIX évolue entre 10 et 15. Là, actuellement, on se situe à 32. La volatilité, c'est un peu la bête noire des bulles, donc ce qu'on appelle les acheteurs, les personnes qui sont haussiers sur les marchés financiers, puisque généralement, lorsque la volatilité augmente assez drastiquement, on assiste à une correction de marché. Toutefois, sur ce graphique, on constate que la volatilité est restée très élevée. Alors, les investisseurs disaient que, et certains économistes, ou même analystes, en gros, que la volatilité allait rester élevée jusqu'aux élections américaines. Effectivement, on est quand même monté sur des niveaux de 2008 ici, quand on est venu taper le creux du mois de mars sur l'ensemble, enfin, on est venu faire un point bas sur tous les indices au fin mars, et derrière, quand le marché se reprend, vous voyez que la volatilité diminue. Mais pour autant, on revient de loin, on était à 10, on est quand même resté, vous voyez, sur des niveaux très élevés de volatilité. Donc on estimait que même si les indices reprenaient un peu du poil de la bête, on allait rester sur des niveaux de volatilité assez importants jusqu'aux élections. Et pour ma part, je suis entièrement d'accord avec ça, mais je pense qu'on va vivre encore, on va connaître des marchés très volatiles après les élections. La volatilité, à mon avis, elle est faite pour durer encore quelques mois. Tout simplement parce que le principal catalyseur, ce ne sont pas les élections américaines. En tout cas, oui, les élections américaines font partie des catalyseurs de l'année, mais le plus gros catalyseur, c'est le Covid. Et donc, tant qu'on n'aura pas trouvé une solution... Je me permets juste de t'interrompre au sujet d'une question qui concerne la volatilité de Grégory, en parlant des options. Est-ce que ce serait un bon moment, au vu de la volatilité, d'utiliser des options? Tout dépend de votre stratégie. Tout dépend de comment vous voyez la chose, si vous voulez être vendeur de volatilité ou acheteur de volatilité. Là, ce que je voulais essayer de vous démontrer justement, c'était que la volatilité pourrait continuer à progresser en tout cas. On est sur des niveaux très élevés, donc effectivement, on arrive sur des niveaux ici, beaucoup commencent à vendre la volatilité. Pareil qu'on arrive sur un niveau plancher au niveau de 10, aux alentours des 10. Mais actuellement, mettre en place une stratégie vendeuse ou acheteuse de volatilité n'est pas forcément, je dirais, la meilleure des options, en tout cas des stratégies, étant donné qu'on est quand même sur on est sur un entre-deux, si vous voulez. On n'est pas non plus sur un niveau de point bas, et on n'est pas sur un niveau extrême. Donc, c'est très intéressant de mettre en place des stratégies de volatilité sur des niveaux de support, on va dire des niveaux quasiment capés, des niveaux planchers ou des niveaux quasiment records. Mais là, on est sur un entre-deux. Et je dirais qu'on a quand même l'impression que la volatilité, par contre, pourrait rebondir à nouveau et repartir de l'avant. Tout simplement parce que, comme je vous le disais, la crise du Covid n'est pas terminée. La volatilité est faite pour durer. Elle pourrait très bien se stabiliser en fait dans un range entre 30 et 21 pour l'instant. Et je m'attends, pour ma part, à une diminution de la volatilité une fois que le marché sera complètement rassuré. Et le seul élément qui pourrait rassurer les marchés, c'est un vaccin. Tant qu'on n'a pas de vaccin, on aura toujours une tension palpable, de la nervosité, de l'aversion au risque. Et une fois que ce vaccin sera trouvé et développé, alors là, oui, les marchés vont commencer à retrouver en quelque sorte l'appétit pour le risque. En soi, l'appétit pour le risque est déjà présent. Si on regarde le marché américain, on est sur des niveaux extrêmes. Mais on peut très bien lâcher 3, 4, 5% du jour au lendemain sur une moindre news, comme ça a été le cas là déjà en ce début de semaine.
Et on a des marchés financiers qui sont quand même nourris par beaucoup d'espoir. Et donc, il suffirait que l'optimisme, enfin, du moins l'excès d'optimisme qu'ils ont eu durant les précédentes semaines soit rattrapé par un retour à la réalité assez brutale, on pourrait en fait assister encore une fois à une envolée du VIX. Et on constate aussi qu'on a quand même des indices qui commencent à s'essouffler. Voilà aussi pourquoi le VIX pourrait, au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, surtout si la situation économique se dégrade, avoir un VIX qui remonterait en direction des 45, voire des 50. Donc après, on a différents paliers. Effectivement, on pourrait commencer à chercher une stratégie vendeuse de VIX aux alentours du niveau des 50. À chaque fois, ça correspond à un bon niveau et je ne pense pas qu'on retournerait chercher le niveau des 85, sauf si une nouvelle récession ou un nouvel effondrement des marchés. En tout cas, les banquiers centraux, comme je vous le disais, ont réagi très rapidement. En 2008, ils se sont mis plus de temps à réagir. Cette année, ils ont réagi très rapidement. Et donc, ils vont continuer à surveiller tout ça pour s'assurer que le marché ne dévisse pas de manière trop forte sur les semaines et les mois à venir si la résurgence de la pandémie est trop violente en Europe ou aux États-Unis. Mais encore une fois, gardez en tête que la volatilité va être très présente sur les marchés financiers durant les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc, je ne m'attends pas à ce que la volatilité chute. Toutefois, elle doit en tout cas vous conduire à une gestion du risque un peu plus stricte sur certaines classes d'actifs. On a pensé à diminuer l'effet de levier, surtout si on repart à la hausse. Donc ça, c'est un élément à garder en tête dans votre money management, en tout cas dans votre portefeuille, surtout si vous êtes sur les indices, où là, on peut avoir de forts décalages. Derrière, quels vont être les impacts? Eh bien, pour moi, les actifs de l'année sont très clairement le gold et le Bitcoin. Comme je vous le disais, on n'a pas encore, si vous voulez, une perte de confiance dans les outils qu'utilisent les banquiers centraux actuellement. Toutefois, on constate que cet excès de liquidité n'est pas forcément très bon. Dans le sens où vous l'avez sûrement remarqué, mais on a quand même une dépréciation du dollar qui est quand même assez importante depuis quelques semaines. L'euro bondit face au dollar et le dollar est actuellement sur des niveaux extrêmement bas. Donc un dollar bas favorise les actions américaines. Voilà aussi pourquoi on a une surperformance du marché américain. Donc, plus le dollar va chuter, plus les actions américaines, elles, vont surperformer. En revanche, plus l'euro sera fort, plus les places européennes auront du mal à réaliser des performances. Et on le verra très clairement dans les graphiques tout à l'heure, durant tout l'été, quand l'euro était aux alentours des 1,18 voire des 1,16, on a eu une stabilisation de l'ensemble des places européennes. Mais derrière, cela profite au Bitcoin et au gold, tout simplement parce qu'on a des taux d'intérêt complètement négatifs et les politiques qui vont être mises en place, enfin, du moins les enjeux, je dirais que ce soit avec la politique monétaire, que ce soit la politique de Trump ou de Joe Biden à venir, les taux hauts ne vont pas changer. Ils vont en fait finalement garder la même politique économique. La Fed ne peut pas se permettre de remonter ses taux, donc on a des taux négatifs. Et donc derrière, ça plombe le dollar et les plans de relance à outrance qu'on connaît actuellement aux États-Unis aussi pénalisent le dollar. Donc derrière, en fait, on a eu un dollar faible favorise le cours du gold, de l'or, et pareil pour le Bitcoin finalement, puisqu'on a des investisseurs qui commencent à perdre confiance dans les monnaies fiduciaires et
ont décidé d'allouer une partie de leur portefeuille à ce qu'on appelle des actifs alternatifs, comme le BTC. Donc, très clairement, le gold et le Bitcoin, étant donné le contexte actuel, devraient continuer à garder cette dynamique haussière. On a quand même un actif sur le gold qui réalise une performance de plus de 25%, et sur le Bitcoin, on est quasiment depuis le début de l'année à 90%, plus de 90% de performance. Ici, justement, ce sont, pareil, encore une fois, des éléments qui montrent la corrélation entre le Bitcoin et les obligations en rendement négatif. Et pareil, des investisseurs qui préfèrent finalement avoir quelque chose, du moins un actif en quantité limitée, plutôt qu'avoir, actuellement on est à 16 300 milliards d'obligations à rendement négatif à travers le monde. Donc c'est presque un record. Il y a une forte corrélation entre ce chiffre et les cours de l'or. Et pareil pour le BTC. Hein. Vous voyez qu'à chaque fois, ici, ce sont les volumes des obligations à rendement négatif. Et plus elles ont tendance à croître, plus le BTC évolue dans ce sens-là aussi. Puisque, pour rappel, il vaut mieux avoir du métal jaune ou un Bitcoin qui est imprimé, qui est miné en tout cas en quantité limitée, plutôt qu'une obligation à rendement négatif. Donc tout ça, la dépréciation du dollar, la monétisation de la dette, des obligations en rendement négatif font qu'à un moment donné, les investisseurs se dirigent vers des actifs qui procurent de la performance et du rendement. Très clairement, les politiques que sont en train de mener les banquiers centraux ou même les États via leur plan de relance, via l'ouverture des vannes pour des liquidités abondantes sur les marchés financiers, eh bien, favorisent très clairement le BTC et le gold. Et je pense que, en tout cas pour le cours de l'or, on devrait continuer à garder cette dynamique avec des perspectives aux alentours de 2200, 2300, voire 2500 $ à horizon 12 à 18 mois, en tout cas pour le cours de l'or. Derrière, on constate très clairement qu'on a un flux de capitaux vers ces actifs qui est quand même très important depuis 2019, notamment depuis 2020, où là, on a littéralement accéléré. Donc, les ETF sur le gold, mais aussi les entrées de capitaux sur les crypto-monnaies ont connu de fortes entrées cette année. Et le potentiel de hausse à long terme pour le BTC est considérable. Il est davantage en concurrence avec l'or comme monnaie alternative. Étant donné en fait tout simplement qu'on a une nouvelle génération qu'on pourrait appeler les millennials qui deviennent une composante, si vous voulez, plus importante dans l'univers des investisseurs. Et aujourd'hui, encore une fois, on a une nouvelle génération qui préfère, qui se rendent compte de ce qui se passe sur les marchés, qui se rendent compte de l'injection massive, de l'effet de la presse à billets, de finalement, on pourrait presque dire qu'il y a un non-sens à imprimer autant d'argent et que cela pourrait dévaloriser très fortement les monnaies fiduciaires. Et donc, préfèrent s'orienter tout simplement sur un actif qui, lui, est jugé non manipulable, en tout cas, puisqu'il est miné en quantité limitée, à savoir 21 millions. Donc derrière, comme vous avez pu le voir, que ce soit avec PayPal, notamment le PDG de Twitter avec la société Square, eh bien, on a quand même pas mal d'investisseurs qui se tournent de plus en plus vers les crypto-monnaies cette année pour allouer une partie de leur portefeuille, en tout cas, dans cette classe d'actifs. Et pareil pour le gold. Et ce sont pour moi les deux classes d'actifs à surveiller en 2020 et même pour 2021, puisqu'elles pourraient encore nous surprendre et réaliser
de très belles performances étant donné le contexte économique actuel et très clairement les fondamentaux plaident pour une hausse, en tout cas du gold à venir pour les prochains mois. Maintenant, on va s'intéresser aux indices. Alors, concernant le silver, justement, je vois que j'ai une question concernant le silver, l'aspect industriel. Effectivement, le silver, c'est la même chose. L'argent métal réalise même une meilleure performance que l'or depuis le début de l'année. On est quasiment sur plus de 50%. Alors, l'argent métal sert aussi de valeur refuge, mais est surtout énormément en fait utilisé dans ce qu'on appelle les plans de relance un peu verts qu'ont décidé de mettre en place les États, que ce soit les panneaux solaires, photovoltaïques, que ce soit pour la digitalisation, notamment les composantes électroniques avec une Chine qui redémarre très fort. Et donc derrière, on a besoin d'argent métal pour produire ces composantes électroniques. Ce métal sert aussi est aussi utilisé comme aspect refuge, mais est très utilisé justement dans l'industrie, ce qui fait qu'on a une forte demande. Et pour moi, oui, je n'ai pas précisé, mais l'argent métal, lui aussi, même s'il a connu une forte correction au cours des derniers jours, on a quand même quasiment eu une chute de 20% depuis le plus haut. Toutefois, on prenait quand même plus de 90% depuis le début de l'année. On était dans une hausse assez verticale. Néanmoins, la dynamique reste haussière et au vu des dernières données qu'on a et au vu du comportement des investisseurs pour essayer de se diversifier, de se protéger au mieux face à ces marchés très dangereux, eh bien, le silver, en tout cas, devrait lui aussi profiter au cours des prochains mois ou des prochaines semaines d'une bonne dynamique. Et j'estime qu'on pourrait très bien retourner vers quasiment, là actuellement, il me semble qu'on est aux alentours des 21 à 22 dollars l'once, retourner aux alentours des 35 dollars. Concernant les indices maintenant, eh bien alors, à court terme, comme je vous le disais en introduction, pour revenir un peu aux impacts des élections américaines, alors effectivement, on a ce fameux range. On a ce fameux range qui est en place depuis plusieurs semaines maintenant. Donc, le premier graphique soulignait une hausse de l'indice. À l'approche des élections, un fameux range et derrière, une nouvelle jambe de hausse après les élections. Donc là, ce qu'il va falloir surveiller actuellement, c'est si ce scénario va oui ou non se réaliser ou pas. Étant donné qu'on est un peu dans une période de récession, puisque le quatrième trimestre à venir, on pourrait subir de nouveau une contraction au quatrième trimestre avec les nouvelles mesures, les nouvelles restrictions à venir. Donc, est-ce que ce scénario de nouvelle jambe de hausse va se réaliser? Donc là, ce que je surveille essentiellement, et ce que vous devez aussi surveiller sur les indices, ça va être la dynamique et la tournure que vont prendre les prix au cours des prochains jours. Pour le moment, on est toujours dans ce canal haussier. On a effectivement ce fameux range, on a pas mal de gaps à venir combler, que ce soit ici, 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 sans pour autant parler d'un retour sur les plus bas du mois de mars. Toutefois, les gaps laissés ouverts constituent des niveaux généralement assez intéressants pour les traders. Donc là, derrière, ce qu'il va falloir surveiller, c'est si oui ou non le marché va venir combler ce gap, prendre appui à une semaine des élections, se stabiliser et derrière déclencher ces nouvelles vagues de hausse. Dans ce cas-là, effectivement, les plus hauts historiques sont juste ici, avec cet oblique. On aurait une sortie de range par le haut et ça permettrait de se positionner, en tout cas, pour aller chercher les 30 000 points et venir en fait faire une rotation complète, si vous voulez, des prix à l'intérieur du canal pour aller chercher le fameux seuil un peu psychologique des 30 000 points. Donc ça, c'est le scénario haussier à surveiller au cours des prochains jours. Si on ferme le gap et que derrière on rebondit avec un beau chandelier, ça permettrait
de se positionner ici à l'achat avec un stop un peu plus bas pour aller chercher une nouvelle rotation vers cet oblique. Et derrière, si on casse ce niveau, là, ça devrait ouvrir la voie, une accélération donc en direction des 30 minutes. Donc ça, c'est le scénario que prévoit, selon les différents schémas, en cas après les élections américaines, donc d'une nouvelle jambe de hausse. Par contre, étant donné qu'on est en plein dans le Covid, on a aussi un risque de correction qui pourrait prendre forme. Pour ma part, l'élément à surveiller qui invaliderait complètement ce scénario à venir, ce serait très clairement une incursion des prix sous le niveau des 26 680 points sur l'indice de Jones, tout simplement car d'une part, on aurait une sortie de canal par le bas, donc ça montrerait quand même des signes de faiblesse de la part de l'indice, et d'autre part, on aurait aussi une fameuse figure de retournement, à savoir un double top. Et derrière, avec un risque de correction un peu plus profonde, sans pour autant passer dans un bear market. À savoir, on parle du bear market quand l'indice perd 20% depuis ses plus hauts. Là, même si on corrigeait, on serait à moins 15% à peu près. Donc, on ne serait même pas dans un scénario de bear market, mais ça permettrait d'aller combler les deux gaps ici, si je reporte l'objectif théorique, d'aller chercher ces deux niveaux de prix ici qui me semblent très intéressants et qui sont quand même des gaps. Là, on a un peu ce qu'on appelle un gruyère, si vous voulez. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaps laissés ouverts durant toute cette hausse et généralement, les indices, du moins les prix, ont tendance à être attirés par ces trous de cotation. Donc, voilà les scénarios à surveiller au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines après les élections. On se trouve très clairement à la croisée des chemins ici sur l'indice Dow Jones pour profiter un peu d'une situation de rebond technique. Si finalement on s'est fait une frayeur, on vient juste combler ce gap et ça nous permettrait de se positionner et d'essayer d'accompagner le flux qui est actuellement haussier puisqu'on évolue quand même dans un canal haussier. Par contre, la prudence est de mise étant donné que finalement je ne m'attendais pas à ce que les investisseurs déclenchent un mouvement directionnel à l'approche des élections américaines, étant donné que personne ne va prendre d'initiative en renforçant du moins les lignes de leur portefeuille actions. Toutefois, l'arrêt d'urgence de la pandémie fait peser de nombreuses craintes et des inquiétudes sur les perspectives économiques à venir. De plus, le plan de relance budgétaire aux États-Unis tarde. Et donc derrière, cela, même s'il va voir le jour, cela nourrit l'incertitude. Et comme vous le savez, les marchés ont horreur de l'incertitude. Donc voici en gros le scénario à surveiller pour le Dow Jones au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines. Donc deux stratégies, une haussière qu'on pourrait déjà mettre en place d'ici peu, en tout cas à surveiller si on a un beau changement de retournement, à voir sur la séance du jour, mais surtout à voir après les élections américaines. Donc scénario haussier ou baissier en fonction de la configuration technique des prix à venir. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est que je vous ai fait un classement. En gros, on a 3 indices. Je vais vous présenter donc le Dow Jones, l'indice suisse et le CAC 40. Donc, j'ai classé en fait ces indices par ordre de performance depuis le début de l'année. Donc très clairement, le Dow Jones réalise une meilleure performance que le S&P 20, donc l'indice suisse, et l'indice suisse réalise une meilleure performance que le CAC 40 cette année. Et pareil, une stratégie qu'il faut donc bien garder en tête, c'est que si vous êtes vendeur ou si vous êtes acheteur, vous devez vendre l'indice le plus faible ou acheter l'indice le plus fort. On ne s'amuse pas à vendre l'indice le plus fort et à acheter l'indice le plus faible. Ça, c'est très important à avoir comme notion dans votre trading, que ce soit en swing ou à moyen long terme. Mais si vous pensez que les marchés vont corriger, dans ce cas-là, vous devez vous orienter sur l'indice le plus faible. Dans ce cas-là, ce sera le CAC 40. En revanche, si vous pensez que finalement les marchés, eux, continuent à monter, positionnez-vous sur l'indice le plus fort, le Nasdaq,
ou le Dow Jones, mais n'allez pas, je vous le montre juste après, sur l'indice CAC 40 qui lui est quand même, vous voyez, qui n'a quasiment très peu rebondi par rapport au S&P 20 ou au Dow Jones qui est quasiment revenu sur ses plus hauts historiques. Donc ça, c'est un concept très important à connaître et à appliquer, c'est du moins, de mettre en place des stratégies vendeuses ou acheteuses, soit sur l'indice le plus faible, soit sur l'indice le plus fort, mais pas l'inverse. Donc, concernant le S&P 20, on a des indices quand même qui sont sous pression. Pareil, je faisais une analyse récemment sur l'indice S&P 20, donc l'indice suisse, et je ne m'attendais pas spécialement à avoir une sortie par le bas de ce triangle descendant. Et en fait, le Covid, enfin, à l'approche des élections américaines, on se disait, les marchés vont consolider. Personne ne va prendre l'initiative de déclencher un mouvement directionnel haussier ou baissier. Mais en fait, on se rend compte que les élections ne sont pas si importantes que ça et que c'est vraiment le Covid qui drive les marchés. Et la résurgence de l'évolution de l'épidémie partout dans le monde, eh bien, depuis la semaine dernière et depuis le début de cette semaine, a engendré une correction sur l'ensemble des indices et des indices qui commencent aussi à s'essouffler, des marchés qui manquent de carburant, qui auraient besoin d'un nouveau coup de pouce de la part des banquiers centraux peut-être, de nouvelles liquidités, mais tout de même qui ont réalisé une performance assez impressionnante. Des investisseurs, des boursicoteurs qui sont arrivés sur les marchés fin mars, qui ont eu le flair de trouver des bonnes opportunités et de profiter de cette belle hausse, mais aujourd'hui, le plus gros a été fait et vous allez devoir maintenant même vous adapter avec des marchés plus compliqués. On n'est plus sur un point bas, on n'est plus sur un point haut, on est sur un marché qui commence à s'essouffler et très clairement des risques baissiers qui commencent à s'installer doucement puisque, en tout cas, les perspectives et l'avenir, enfin, la crise du Covid n'est pas terminée et les perspectives de croissance et économiques, pour le moment, ne sont toujours pas au rendez-vous, puisqu'on parle quand même de contraction à venir au 4e trimestre. De ce fait, on a eu quand même un excès d'optimisme et d'euphorie, je trouve, sur l'ensemble des indices. Et derrière, on pourrait avoir une correction sans parler d'un retournement de marché, mais là, très clairement, on a ce sentiment d'avoir un rounding top, un peu une sortie de triangle descendant. Et si on reporte l'objectif théorique, on obtient quasiment un retour sur les 9470 sur l'indice. Pareil, si vous tradez en tout cas sur les marchés actions, tradez dans le sens de la tendance, toujours. Si vous êtes sur des marchés haussiers, investissez sur des titres haussiers. La probabilité d'un gain sur un titre haussier est plus importante que sur un titre baissier. Par contre, si le marché se retourne, préférez des stratégies vendeuses qui iront dans le sens de la tendance. Ça aussi, ça va être très important pour votre trading, surtout si vous êtes dans les actions, c'est de privilégier le sens de la tendance. En tout cas, sur l'indice S&P 20, là actuellement, tout porte à croire qu'on pourrait assister à une correction plus profonde en direction des 9007 et derrière, on a un beau niveau, ce serait d'aller chercher les 9500 points. Enfin, concernant le CAC 40, justement, quant à lui, eh bien, vous voyez que très clairement, cet indice sous-performe. Là, on était quasiment à 1 ou 2% des plus hauts historiques. Ici, au plus haut, on est remonté, il manquait, il me semble, 3-4%, enfin, par rapport au plus haut, par rapport à la performance depuis le début de l'année, il manquait ici 3-4% pour que le S&P 20, l'indice suisse, repasse en territoire positif pour l'année 2020. Alors que le CAC 40, on en était encore très très loin. Donc c'est très clairement l'indice qui sous-performe, c'est le mauvais élève. Et pareil, on a stabilisé, vous voyez, dans un espèce de range un peu triangle durant tout l'été. La hausse de l'euro, elle, n'a pas forcément n'a pas été de bon augure, en tout cas pour l'indice CAC 40. Et derrière, on constate aussi que les mesures
mise en place par le gouvernement français actuel, qui pourrait en plus devenir un peu plus contraignante et plus stricte, de ce fait pénaliser l'économie à venir, eh bien, pourrait encore une fois pénaliser les indices. Des indices franchement sous pression, qui se stabilisaient quand même à l'approche des élections, et là on a le sentiment quand même que la crise du Covid, difficile de parler des élections américaines sans parler de la crise du Covid, étant donné que c'est l'élément le plus important actuel sur les marchés. Comme je vous le disais, tant qu'on n'aura pas de vaccin, tant qu'on n'aura pas trouvé un remède magique, enfin, du moins pas grâce aux liquidités des banquiers centraux, eh bien l'attention et la nervosité des investisseurs sera toujours très présente, ce qui explique pourquoi on a un VIX qui est aussi élevé. Et derrière, on pourrait très bien, une nouvelle fois, assister à une correction de marché sur l'indice CAC 40, lui aussi. Délicat de vous dire si on est dans un triangle, qu'on est en train de franchir la borne basse, ou si on a un range finalement un peu larvé. Vous voyez ici entre 5002 et la belle zone de polarité à 4007. Par contre, encore une fois, on a de nombreux gaps ici à venir chercher. Et donc derrière, si on reporte l'objectif théorique de cette figure, je n'exclus pas une correction sans pour autant parler d'un retour sur les plus bas historiques, enfin pas les plus bas historiques, mais les plus bas de l'année. Mais une nouvelle correction pourrait voir le jour. En tout cas, la hausse semble, elle, limitée au vu des perspectives et même des révisions de croissance de certaines institutions comme le FMI ou même la Banque centrale, sachant que ces institutions ne s'attendaient pas à des mesures et des restrictions si strictes dans les États de la zone euro. Donc derrière, encore une fois, je pense qu'on va revoir à la baisse certaines prévisions et des secteurs vont encore être fortement impactés, que ce soit l'énergie, la finance, la culture, les loisirs. Et un nouveau risque de dégringolade pourrait voir le jour, en tout cas sur l'indice CAC 40. Donc, encore une fois, des marchés dangereux pour conclure, je dirais, à venir cette année. Évitez de vous mettre à contre-courant de tout, du flux, d'être dans le sens du flux, de ne pas vous précipiter. Des occasions sur les marchés, il y en a tous les jours. Il suffit de savoir sélectionner les bonnes classes d'actifs et d'attendre le bon moment, je dirais, pour investir. Surtout si vous êtes si vous tradez les actions, eh bien, comme je vous le disais, d'essayer toujours d'investir dans le sens du flux. Là, si on a une chute du CAC 40 très clairement sous les 4007, je m'attends à une dégringolade vers les 4006, voire les 4003, et ensuite d'essayer de profiter d'un retournement de marché pour se positionner. Donc, pour conclure, je dirais que les élections américaines, finalement, ont peu d'impact dans la performance des marchés financiers à long terme. On a pu le voir à court terme, effectivement, ça va être intéressant de regarder ce scénario haussier dans votre trading, si oui ou non on déclenche la nouvelle jambe de hausse sur l'indice Dow Jones, ou au contraire, si le catalyseur qui est la pandémie va prendre le dessus sur la psychologie des investisseurs et derrière, on va assister à une correction du marché. La crise du Covid, elle, n'est pas terminée. On est en plein dedans, très clairement. C'est parti pour durer, malheureusement. Encore quelques mois, très facilement, puisque, comme je vous le disais, tant qu'on n'aura pas de vaccin, difficile d'entrevoir la lumière au bout du tunnel. Et le VIX, justement, lui, va rester très élevé. Derrière, toujours garder en tête qu'on a des marchés qui sont quand même extrêmement dangereux. On a l'impression que, au regard des indices, que le pire est derrière nous, puisqu'on a des indices surtout aux États-Unis qui sont quand même sur des niveaux très élevés. Mais peut-être que le pire n'est peut-être pas derrière nous finalement, étant donné qu'on a quand même, comme je vous le disais, un niveau de chômage qui reste très élevé,
des millions d'Américains qui recherchent encore un travail, qui ont perdu leur emploi. Donc, les semaines et les mois à venir vont être cruciaux pour les deux candidats, en tout cas, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden, pour tenter de convaincre les marchés de cette fameuse reprise en V qu'ils ont tant pricée depuis plusieurs semaines. Enfin, l'once d'or et le Bitcoin restent une alternative. Très clairement, je m'attends à ce que ces deux classes d'actifs, j'aurais aussi pu rajouter le silver, bien entendu, mais je m'attends à ce que ces deux classes d'actifs gardent la dynamique actuelle. Pareil, l'idée de se diversifier avec un peu d'or ou un peu de Bitcoin dans son portefeuille n'est pas si stupide que ça, en tout cas, c'est même plutôt profitable actuellement. Et les personnes qui ont opté pour cette stratégie, finalement, eh bien, ont réalisé de beaux gains, en tout cas. Et la dynamique devrait rester telle qu'elle en 2020 et même en 2021. Très clairement, surtout sur l'once d'or, autant le Bitcoin profite de news flow assez positifs ces derniers jours, qui lui a permis quand même de franchir de nouveaux plus hauts annuels. Mais l'once d'or, on a quand même une dynamique haussière qui est en place depuis 2019, notamment grâce à la guerre commerciale. Je sais que pas tout le monde n'est à l'aise actuellement avec les crypto-monnaies, qu'on a encore du mal à s'orienter vers ce type d'actifs qu'on juge un peu dangereux, très volatile. Il ne faut pas oublier, bien entendu, les risques que comportent les crypto-monnaies. Par contre, sur l'once d'or, qui est un peu un actif plus, je dirais, plus safe, qui est moins volatile, on est quand même sur une tendance, une dynamique haussière en place depuis 2019, qui devrait perdurer dans le temps. Et on a inscrit des plus hauts historiques cette année. Et je pense qu'à horizon 12 à 18 mois, tant qu'on aura une dépréciation du dollar à cause des plans de relance, notamment avec les élections américaines, surtout si Joe Biden passe, il faut prévoir un nouveau plan de relance. Donc derrière, dépréciation à venir du dollar. Donc on aura forcément une envolée du cours de l'or. Et en parallèle, des investisseurs qui vont s'inquiéter de voir le dollar se déprécier et qui vont renforcer leur allocation au sein des crypto-monnaies. Enfin, des indices boursiers sous pression. Comme vous pouvez le voir, on a quand même une configuration technique qui se dégrade, des stratégies vendeuses qui commencent à naître, à se mettre en place, des élections américaines qui devraient, à moyen long terme, en tout cas, comme on a pu le voir de manière générale, profiter au marché actions. Néanmoins, c'est sans oublier l'actuel virus qui vient un peu plomber l'ambiance sur les marchés et qui prend le dessus, selon moi, sur les élections américaines. Très clairement, les élections US ont un léger impact sur les marchés, pas autant on pourrait le croire, surtout à long terme, puisque c'est les banquiers centraux maintenant qui drivent la dynamique des marchés. Toutefois, des indices qui restent quand même qui restent sous pression et qui pourraient corriger, notamment si l'évolution de l'épidémie continue de monter en flèche, comme c'est le cas actuellement. Et enfin, pour terminer, je dirais, c'est d'investir dans le sens des tendances plutôt que de nager à contre-courant. Ça, c'est une règle de base pour votre trading, surtout si vous êtes des investisseurs en actions, même sur l'or. Hein, je veux dire, il y a autant sur le Forex, c'est moins vrai, puisqu'on est sur des marchés de range, essentiellement sur le Forex. Donc, difficile de dire si de trouver une tendance vraiment sur le marché du Forex, mais en revanche, sur le gold, voilà, plus profitable de mettre en place des stratégies acheteuses sur le gold, sur le silver. Si vous tradez les actions américaines, eh bien, allez sur les secteurs qui sont sortis par le haut de cette crise. N'oubliez pas, bien entendu, de mettre un stop de protection, mais allez sur des titres
haussier, étant donné que pour l'instant, l'ensemble du marché est haussier. Donc, il faut privilégier toujours des investissements dans le sens de la tendance, puisqu'il est plus facile de réaliser un gain. Enfin, moins la probabilité de réaliser d'un gain est plus importante dans un marché haussier que dans un marché baissier. Écoutez, sur ce, eh bien, je pense avoir terminé ma présentation sur un peu les impacts et les attentes des investisseurs au cours des prochaines semaines et des prochains mois, notamment avec les élections américaines. Donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser dans le chat pour que je puisse vous répondre ou que je revienne peut-être sur certaines slides, sur certains aspects à venir, sur certaines analyses que j'ai pu évoquer. Alors, Joris et tout le monde, merci Joris pour ta présentation. En attendant les questions, si jamais elles arrivent, je voulais rappeler à tout le monde, avant de nous quitter, si vous aviez l'amabilité de bien vouloir remplir le questionnaire, la petite enquête qui vous est envoyée après la présentation, pour que nous puissions, chez IG Bank, toujours dans le souci de bien servir nos clients, d'améliorer le contenu de nos présentations, de savoir ce qui vous intéresse, ce que vous voudriez voir comme sujet traité par nos intervenants, notamment Joris. Encore une excellente présentation, merci beaucoup. Et voilà, donc merci à tous. Si vous avez juste une minute après pour remplir ce petit questionnaire, ça aiderait tout le monde. En attendant, peut-être y aura-t-il des questions. Joris, je te donne la liberté de conclure et de répondre à d'éventuelles questions. Merci encore à toutes et à tous pour votre participation, et merci à toi, Joris, pour cette très bonne présentation à nouveau. Merci. Merci à toi, Harold. Du coup, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où je suis quand même très présent. Je partage toujours des analyses, j'essaye de vous répondre au mieux, que ce soit sur les indices, le forex, les matières premières, bien entendu. Je répondrai à toutes vos questions. Et sinon, pour conclure, je dirais, je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que les marchés vont rester quand même extrêmement dangereux et incertains d'ici la fin de l'année. Je ne m'attends pas à un retour à la normale avec, comme je vous le disais, un VIX qui repasserait sous les 10, des marchés boursiers qui reprendraient leur élan, leur dynamique haussière assez fulgurante et ascensionnelle qu'on a connue quand même depuis plusieurs mois, et peut-être des marchés justement plus compliqués à analyser. Là, on avait le sentiment qu'on avait des investisseurs qui se laissaient porter depuis plusieurs mois par beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, que ce soit de la part des politiciens, que ce soit de la part des plans de relance. Donc, on a quand même déjà connu plusieurs plans de relance, que ce soit la Banque Centrale Européenne, que ce soit la Fed, que ce soit actuellement le nouveau plan de relance budgétaire actuel aux États-Unis entre les démocrates et les républicains, certes, qui n'a pas encore lieu, mais ce n'est qu'une question de temps avant que ce dernier voie le jour. Mais après, une fois qu'on aurait eu tout ça, toutes ces injections de liquidités, tous ces plans de relance, en soi, les perspectives économiques, on a pricé cette fameuse reprise en V, on se rend compte qu'on est finalement plus dans une reprise en V, on assiste à un ralentissement de la reprise et qu'on a marqué un coup d'arrêt un peu à cette dynamique. Donc, des marchés qui risquent en fait de se reconnecter à la réalité économique et donc
des marchés plus difficiles à lire et plus difficiles à analyser, en tout cas, je pense, dans votre trading. Après, tout dépend de votre profil. Je ne connais pas votre profil, vos stratégies, si vous êtes des traders intraday, si vous êtes des traders swing, si vous êtes des scalpers. Donc, forcément, vous n'avez pas la même approche. Chaque profil est complètement différent. Toutefois, le maître mot, je dirais, c'est le money management, la gestion du risque assez stricte et surtout de ne pas vous éparpiller, de rester véritablement sur des actifs que vous maîtrisez. Rien n'empêche d'aller voir d'autres classes d'actifs, mais surtout quand des marchés deviennent compliqués, j'ai envie de dire, restez sur des marchés dont vous avez l'habitude de côtoyer, que vous connaissez bien, que vous maîtrisez bien, avec un bon risque, avec un bon money management. Et c'est grâce à ça que vous allez perdurer dans le temps et que votre outil de travail, qui est votre capital, lui, va continuer de progresser et de fleurir avec vous au fil du temps et au fil de vos trades. Donc, très clairement, voilà en gros le mot de la fin que je souhaitais vous dire sur les perspectives à venir pour cette fin d'année et pour même début 2021. Alors, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Parfait. Eh bien, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, si jamais vous souhaitez me contacter, vous savez où me trouver. Vous pourrez me trouver sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à m'ajouter, même si vous n'avez pas de compte. Ça vous permettra d'avoir des analyses à jour et en temps réel. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine à venir. Soyez prudents, notamment à l'approche des élections qui auront quand même un impact le jour J, bien entendu. On devrait avoir l'ensemble des actifs qui devraient réagir à l'instant T, bien entendu. Donc, soyez très prudents, gérez le risque, gérez votre exposition, tout simplement pour être plus serein dans votre trading. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission autour des analyses économiques et de l'analyse technique.